Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL, l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langue. Depuis 1978, nous sommes le label qualité de référence pour les colonies de vacances, les voyages scolaires et les séjours linguistiques. Mais nous sommes aussi un espace d'échange et de réflexion pour grandir ensemble, vous, auditeurs, et bien sûr nous et nos adhérents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central, l'aventure et la prise de risque dans les colonies de vacances et leur rôle fondamental dans le développement des jeunes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Chicoine de l'organisme Sans Frontières, Olivier Dusselier, président de Viva les Vacances, et Isabelle Favreau, directrice du domaine de Lozerte. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour à toi, Elise. Bonjour Alice. Avant de commencer, si vous deviez choisir un seul mot pour décrire ce que vivent les enfants pendant une colonie de vacances, ça serait lequel? Déstabilisation par l'aventure. Moi, je dirais épanouissement. Et moi, je dirais différence. Si je devais prendre un mot-clé et pour l'expliciter un peu, je dirais qu'ils viennent vivre en colo des expériences qu'ils ne trouvent ni en famille, ni dans leurs études ou écoles, ni dans leur club de sport ou d'activités culturelles. Ils viennent chercher autre chose. Alors, les séjours éducatifs, c'est un terme que nous, on utilise à l'UNOCEL pour définir les colonies, mais aussi les séjours linguistiques ou les voyages scolaires. C'est avant tout des moments de liberté et d'expérimentation en dehors du cercle familial. Elles embarquent les enfants dans une aventure collective pleine de découvertes, voir le monde autrement, dans toute sa diversité et sa richesse, relativiser ses problèmes, s'ouvrir à d'autres façons de voir et de faire. Ce sont des notions et des valeurs que nous rappelions dans notre podcast précédent avec Bruno Hembeck. Les parents font le choix d'envoyer leurs enfants sur ce type de séjour, faire des expériences nouvelles, sortir de leur zone de confort, découvrir le monde. Alors, vous avez parlé d'épanouissement, d'aventure, d'inconfort, d'expériences différentes. Alors, ces séjours, ils permettent aux enfants et aux adolescents de sortir de leur quotidien, et c'est cette liberté qui permet l'expérimentation et les découvertes. Isabelle, toi, tu es présente sur les séjours. Est-ce que tu peux attester que les enfants, ils grandissent et ils s'émancipent pendant tout ce séjour? Oui, évidemment. En fait, ce qu'on essaye de rechercher, je pense avant tout, c'est l'autonomie. Parce que les enfants sont de moins en moins autonomes. Et donc, on essaie vraiment de travailler sur ces différents aspects d'autonomie. Alors après, évidemment, l'autonomie des 6-9, c'est pas l'autonomie des 13 et plus. Donc, en fait, chacun s'approprie son séjour pour essayer d'être en autonomie. C'est une autonomie qui souvent panique un peu les parents parce qu'ils ont l'impression qu'être autonome, c'est être abandonné, alors que pas du tout. Mais on essaie de travailler donc à chaque âge un petit peu d'autonomie. Vous proposez des séjours sportifs ou non, parfois à l'étranger, qui peuvent être considérés entre guillemets à risque, donc ski, équitation, baignade Ouais. ou randonnée. Tu viens de parler d'autonomie, Isabelle. Quels sont les autres bénéfices de ces séjours pour les jeunes? Alors moi, Patrick, si tu permets, j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être redéfinir un peu à la fois ce qu'est une activité à risque et à la fois ce qu'est une prise de risque. Parce que parfois, une prise de risque, c'est juste, et les parents comprendront très bien, juste de lâcher la main à leur enfant quand il a 1 an pour qu'il aille marcher seul. Il y a forcément une prise de risque parce que si on veut qu'il arrive à marcher seul, à un moment donné, on considère que c'est le moment où on lâche la main et forcément un pas ou un demi-pas ou 2 pas et il va tomber. Donc la prise de risque, ça peut être simplement cela, mais c'en est une. Et à ne pas confondre avec des activités dites à risque. Alors, et même dans celles que tu as citées, qui peuvent être le ski, l'équitation, on pourrait y rajouter la baignade. Il y a des degrés très divers de la prise de risque et ça demande pour le coup un encadrement tout à fait différent. Je voulais juste le dire parce que très vite on va vers cette opposition entre faire et ne pas faire parce que c'est trop dangereux. Donc, ça doit prendre en compte cela. Pour ce qui est de répondre à ta question, pardon alors d'avoir dérapé. Oui, bien sûr, on voit les enfants changer dans nos séjours, mais ceux qui les voient les plus, ce sont les parents quand ils les récupèrent pour les petits. Et puis ceux qui les ressentent peut-être le mieux, ce sont les jeunes ou les ados eux-mêmes qui se voient capables de faire des choses en cours de séjour dont ils ne pensaient pas qu'ils seraient capables de le faire.
Et puis nous, dans l'encadrement, effectivement, on sait bien que, je prends le cas des ados, mais que on met des règles au départ que l'on ouvre de plus en plus en fonction du niveau de maturité du groupe et on le voit bien évoluer dans son rapport avec l'équipe, dans son rapport avec l'environnement. Donc bien sûr, ça se voit, c'est très clair qu'il y a une évolution quand on vient chez nous, mais pour autant, on ne peut pas garantir qu'il y en aura une. C'est pas un brevet, je vais en colo, je reviens plus autonome. C'est des choses qui se font et qui parfois mettent du temps et ne ressortent que 5 ou 6 ans plus tard. Euh, Nous, déjà, la notion même de partir, c'est un petit peu l'ADN de notre projet éducatif. Je pense que déjà juste le fait de se dire on part loin de chez nous, on part sans ses parents, on se met dans un contexte où on doit appréhender un collectif qu'on ne connaît pas. Moi, juste ça, je pense que c'est déjà une prise de risque pour les enfants eux-mêmes et peut-être même, je dirais, de la part des encadrants, parce que il y a toutes les activités, peut-être qu'on va en parler justement tout à l'heure, mais je pense que le risque aussi, il est, et Olivier le disait bien, aussi de se déstabiliser. Ça fait 2, 3 fois que j'utilise ce terme-là, parce que sortir les enfants de leur zone de confort, c'est un petit peu de risquer je dirais, de avoir peut-être une vie collective où on va se dépatouiller un petit peu, où on va se chercher tous un chacun. Mais en même temps, je pense que la vraie expérience de recherche d'autonomie, elle est d'abord et avant tout appréhender. Et nous, c'est plutôt à l'étranger, même si on a des petits séjours en France également. Mais notre réelle appétence à l'étranger, elle n'est pas justement de voyager, mais c'est d'abord cette vie collective où chacun, il met de soi, donc chacun s'y risque un petit peu. Voilà. Vous êtes tous les trois d'accord pour dire qu'ils grandissent, c'est une sorte de moyen de se développer personnellement, mais qu'en plus, c'est une découverte de la vie collective pendant les séjours. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec Patrick, c'est-à-dire que rien que le fait de partir est déjà en soi une déstabilisation et une aventure. Tu parles de déstabilisation et d'inconfort. Quand j'ai travaillé sur le podcast, quand on recherche un peu ce que c'est une aventure, c'est tout ce qui est l'inconfort, l'imprévu, surmonter ses peurs aussi, trouver du sens dans cet imprévu. C'est pas juste une activité, c'est plus avoir un état d'esprit. Et si je peux rajouter, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas dangereux de sortir de sa zone de confort, n'est pas une mauvaise chose, n'est pas dangereux en soi. Notre rôle, c'est d'accompagner cette différence de zone de confort, mais c'est vraiment important de mesurer le niveau de sortie de la mesure du niveau de zone de confort, de pas tout de suite se dire, ouh là là, je suis plus chez moi. Il y a des enfants qui en sortent facilement et il y a des enfants qui mettent plus de temps. Je trouve qu'Isabelle serait bien placée pour en parler sur la pratique de l'équitation et de la peur du cheval. Peut-être que tu en parleras tout à l'heure, mais il y a différents niveaux, différentes cultures, différentes éducations, et on n'est pas égaux devant les zones de confort. Ouais, tu veux peut-être compléter, Isabelle? Oui. Nous, je sais que, enfin, en équitation, ça fait des années qu'on travaille sur justement comment on peut appréhender ce risque qui est indéniable avec la sécurité, surtout en séjour, parce que moi, j'ai coutume de dire, quand on a fait un été avec 8000 ou 9000 heures de cours, si on n'a pas eu un accident, c'est que c'est un bel été. Après, le contenu, on sait qu'il y était, mais ce qui marque surtout, c'est combien de chutes et surtout pas d'accidents. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Je pense que ça doit avoir une vingtaine d'années, cette recherche en fait de sécurité absolument, parce que moi j'ai été élevé à l'époque des cavaliers militaires où de toute façon on montait, on tombait, on montait, on tombait, on montait, on tombait, et puis, et puis voilà. Et puis les plus furieux résistaient, les autres arrêtaient. C'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui on fait pas des bons cavaliers, loin de là. C'est différent. On met certainement un petit peu plus de temps sur faire un apprentissage parce qu'il y a des priorités qui ne seront pas les mêmes.
Mais c'est vrai qu'on a réussi donc à continuer à faire des cavaliers, donc toujours des gens qui montent à cheval et qui potentiellement peuvent se faire mal, parce que ça reste quand même un sport dangereux et accidentogène, c'est sûr. Mais par l'éducation des moniteurs, par l'éducation beaucoup de la cavalerie aussi, le bien-être animal a fait un bien énorme parce que on avait des chevaux qui étaient un peu fous avant. Aujourd'hui, on a des chevaux qui sont des assurances tout risque quasiment. Donc, tout ça a fait que, on peut dire aujourd'hui, c'est quand même moins dangereux de monter à cheval qu'avant. Et surtout, c'est un peu plus à la portée de tout le monde. Voilà, y compris des plus timorés, y compris de ceux qui ont peur. Et moi, je ne me souviens pas avoir eu un enfant pendant les séjours qui ne refusait de remonter à cheval en disant je ne veux plus en faire, j'ai peur. On arrive à les mettre à cheval et on arrive à ne pas les dégoûter. Alors après, ils trouvent ça chouette pour recommencer ou pas. Mais en tout cas, on arrive toujours à finir un stage d'équitation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Ouais, tout à l'heure, Olivier, tu disais qu'il y avait des degrés très divers dans la prise de risque. Je pense qu'il y a aussi des degrés très divers dans les peurs de chacun. Tu peux tomber une fois, vouloir remonter, et il y a celui qui va tomber et qui va se dire plus jamais je remonte. Je pense qu'il y a aussi des degrés très divers au niveau de la notion d'aventure qu'on a mentionné tout à l'heure. Partir en séjour pour un enfant, ça peut déjà être une grande aventure de partir hors du cercle familial, mais ça permet aussi de créer des liens et de générer des souvenirs. On peut se demander si la prise de risque, c'est un danger ou un apprentissage. Donc, on va revenir un peu sur ces notions, mais la prise de risque, c'est pas juste lié à une activité. Elle peut se cacher aussi dans une nouvelle règle de jeu. Elle peut aussi être dans un trajet qui n'était pas prévu au départ ou dans une interaction qui est nouvelle. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça peut être aussi dans un premier départ. Olivier, tu accueilles des enfants à partir de 4 ans, Isabelle à partir de 6 et Patrick à partir de 8. La prise de risque, elle peut être aussi perçue dans ce premier séjour hors du cercle familial. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. C'est une prise de risque qui peut être subjective au final. Oui, oui, absolument, d'autant que plus les familles font partir les enfants jeunes, plus ils trouvent ça normal, puisqu'évidemment, ceux qui trouvent que c'est un risque trop important ne les font pas partir, donc ceux auxquels nous avons affaire, et puis à la fois dans les plus jeunes et dans les moins jeunes. D'abord, je profite de ce podcast et cette opportunité qui m'est donnée pour les remercier pleinement de nous faire confiance et peut-être de se faire confiance et de faire confiance à leurs enfants, parce que je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils peuvent leur faire que de les croire capables de- d'évoluer dans un milieu différent et en leur offrant cette opportunité, ils leur offrent, à mon sens, énormément. Euh, je me suis perdu sur la question de base. Mais bien sûr que de partir, c'est une aventure. Bien sûr que c'est une aventure. Est-ce que c'est un risque? Ben, là encore, c'est une question de niveau de risque. Il y a des enfants pour lesquels ça peut être plus compliqué que d'autres. Au démarrage, il y a des enfants pour lesquels ce ne sera pas compliqué. Il y a des enfants pour lesquels ce sera un soulagement de partir de chez leurs parents. Je le dis en plaisantant, mais pas que. On sait qu'il y a des enfants qui sont dans des situations familiales un peu tendues et qui peuvent, ça peut être momentané, mais qui du coup profitent d'une bouffée d'air quand ils viennent chez nous. Donc à la limite, le risque serait plutôt de les garder chez eux que de les envoyer en colo. Mais bien sûr que en fonction des enfants, des familles, de leur éducation, du niveau de sérénité qu'on a pour en parler, pour faire le choix et pour faire partir, on diminue un peu l'histoire d'aventure, mais ça en sera quand même une, parce que je reviens à mon mot-clé qui est la différence, mais on sera forcément dans un monde qui peut être différent, et y compris, par exemple, si on voulait dire que c'est moins une aventure si on repart chaque année au même endroit, bah, c'est pas forcément une certitude parce que vous pouvez vous retrouver avec un groupe d'enfants qui n'est pas du tout du même état d'esprit que l'année d'avant et que ça vous obligera à vous réadapter différemment. Donc il y a, il y a des notions d'évolution qui sont assez variables et la question c'est plus comment on fait pour que chacun avec sa singularité arrive à vivre le truc au mieux possible.
Si je peux me permettre, oui. Moi, je pense que effectivement, la prise de risque, c'est une aventure qui s'apprivoise. Je pense qu'on n'arrive pas en séjour avec une volonté, surtout pour peut-être les jeunes enfants et les parents qui donnent leur confiance, comme le disait bien Olivier. Je pense qu'il y a un grand mérite aussi à donner à nos encadrants qui ont, je dirais, la science ou l'expertise de pouvoir mener à bien cette gradation dans la prise du risque. L'aventure, ça se vit pas instantanément d'une façon absolument immédiate. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une gradation là-dedans. Il faut apprivoiser, je dirais, cette appréhension que représente l'étranger, un séjour, le groupe, les tâches collectives, tout en amenant ça je dirais, sereinement et avec, je dirais, un degré un petit peu plus important d'autonomie, un degré de décision, un degré d'aventure, par exemple, on va pas se lancer dans un bivouac, je dirais, au cœur des îles Lofoten dès les 2 premiers jours, c'est impossible. C'est mettre tout le monde, je dirais, en péril déjà juste moral et puis physique peut-être. C'est, je pense, donc un réel travail que l'équipe d'encadrement avec la formation antécédente, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, parce que pour nous, la formation qu'on offre aux encadrants est primordiale pour pouvoir leur donner les billes que eux pourront mettre en place. C'est pas nous qui les mettons en place, ces aimants-là. Nous, on fait juste leur donner les outils pour le faire. Mais définitivement, je pense que on doit avoir en tête que tout ça, ça s'appréhende et ça, c'est une recherche qui arrive au fur et à mesure du séjour. Moi, je veux bien revenir sur la notion, je crois que c'est Isabelle qui disait ça, du zéro défaut, enfin, et qui parlait du niveau d'acceptation du risque et du Oui. zéro défaut. Enfin, je pense qu'on vit dans une société où on a une utopie du zéro défaut et du zéro risque. On veut pas être malade, on veut bien prendre un médicament, mais on veut qu'il n'y ait aucun effet indésirable. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est-à-dire que ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc, c'est une question de bénéfice-risque. Donc, est-ce que c'est plus important de soigner ma maladie principale au risque parce que ça ne reste qu'un risque d'avoir les effets indésirables, au risque d'avoir quelques effets indésirables, ou je ne veux absolument pas d'effets indésirables, et auquel cas, je ne peux pas me soigner avec ce médicament. Et dans cette métaphore, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que effectivement, pour grandir un enfant, mais Patrick le disait aussi, nos équipes jeunes notamment, c'est la même chose. Il y a un moment donné où pour grandir, il faut bien aller chercher ailleurs, aller découvrir, et que pour apprendre à marcher, il faut tomber, et que quand on fait du ski, on peut difficilement apprendre le ski et progresser en ski si on n'accepte pas le fait que oui, potentiellement, on va tomber. Et je pense que ça, c'est vraiment important. On ne peut pas assurer que le zéro risque existe. On ne peut pas assurer qu'il n'y aura pas d'erreur. En revanche, tout notre travail d'organisateur, c'est de faire en sorte que, puisqu'on sait voir à quels endroits peut être le danger, mais il y a le danger qui est pas forcément un danger physique, qui peut être un danger affectif, qui peut être un danger psychologique. Notre job, c'est d'essayer d'envisager quelles sont les difficultés pour savoir s'en prémunir, y faire attention. Je prends un exemple. Il y a une dizaine d'années, on faisait un séjour en Inde. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a organisé, c'est nos amis de Sans Frontières qui avaient vendu ce groupe. La DAC. On avait un passage, on avait 3 temps dans le séjour, un trek dans le Ladakh, on avait une traversée en train de Delhi au sud de l'Inde, dans le Kerala, et puis on restait une semaine dans le Kerala. Je vais rester juste sur le passage à Delhi, et Patrick en parlerait bien mieux que moi, parce que c'est un plus grand voyageur que moi, mais le passage à Delhi, quand on emmène un groupe de jeunes qui arrivent pour la première fois de sa vie à Delhi, c'est un choc. C'est vraiment, je pense que quand on a voyagé en Inde, on est capable de voyager un peu partout. Eh ben, on le savait parce qu'on l'avait repéré, parce que nous-mêmes, on avait vécu ce moment
je veux pas dire de sidération, mais la gare des lits, faut la faire pour comprendre. Donc, c'est un monde absolument à des années-lumière de notre confort occidental. Et on savait que si on amenait les jeunes et qu'on les laissait trop longtemps, trop autonomes dans ce lieu-là, on allait les perdre. C'était pas le terme aujourd'hui, c'est bienveillant et on ne s'exprimait pas comme ça à l'époque, mais évidemment qu'on montait notre séjour de sorte à voir, mais sans emmener tout le monde dans la déchirure psychologique, parce qu'on savait que c'était un moment fort. Et en même temps, comme on le savait et qu'on l'organisait en conséquence, on les nourrissait, ils s'acculturaient à quelque chose d'extrêmement différent, sans être complètement fermés parce qu'ils étaient en panique. Donc, c'est en ça que le risque qu'il y en ait un qui, à un moment donné, est craqué, ben, on ne pouvait pas s'assurer on ne pouvait pas être certain qu'il n'arriverait pas, mais en revanche, on mettait toutes les conditions en place pour que ça se passe du mieux possible. Ouais, tu disais que le risque zéro ne peut pas exister, c'est apprendre en fait à gérer la prise de risque. Et tu disais aussi qu'aujourd'hui, on a un peu peur de cette idée de prise de risque. Aujourd'hui, les enfants, ils sont beaucoup sous supervision, ils entendent souvent fais attention, ralentis, pas trop haut. Ces mises en garde répétées dans le temps, elles peuvent transmettre la peur, même si le danger il est minime ou inexistant. Alors, ça arrive peut-être un peu tardivement, mais quand j'ai préparé ce podcast, je voulais refaire un point quand même sur les définitions. Tu en as parlé tout à l'heure, Olivier, mais sur le risque et la prise de risque. Je ne vais pas définir danger et mise en danger parce que ce n'est pas forcément nécessaire dans ce contexte, mais le risque, c'est une exposition qui est voulue ou non à un danger. Et la prise de risque éducative, je tiens à dire éducative, c'est que l'enfant apprenne à percevoir la difficulté, qu'il arrive à l'évaluer et qu'il choisit, jusque par exemple s'il monte dans un arbre, jusque où il peut grimper, ou à quelle vitesse il peut descendre une piste de ski. Selon vous, ces prises de risques éducatives sont-elles formatrices? Oui, absolument. Ça, elles sont même, oui, elles sont formatrices. Un enfant qui a jamais pris de risque, il va pas tout à fait être bien formé en tant qu'adulte, parce que la vie, c'est quand même essentiellement des risques qui se renouvellent systématiquement à plus ou moins grande dangerosité, mais on ne fait que prendre des risques. Et plus les jeunes sont aidés, sont éduqués dans ça, et plus d'abord ils l'appréhenderont sans peur, et ensuite ils sauront faire face. C'est un jeune moi, souvent les jeunes, quand ils ont peur de monter à cheval, ils ont mal au ventre. Et ils viennent me voir et me dire, ah mais j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Je dis non, en fait, c'est pas du mal t'es pas malade, c'est parce que tu as un peu peur, etc., etc. Je dis, mais ça, quand tu sauras le reconnaître, cette espèce de mal au ventre là qui prend un peu les tripes, mais quand tu arriveras devant un examinateur et que tu seras dans cet état-là, tu te diras, ah mais oui, je suis pas malade en fait, j'ai juste un peu peur et c'est une façon physique d'exprimer ma peur. Et plus, je pense que plus on le vit, plus on le découvre quand on est jeune, et plus on l'accepte, plus on l'appréhende et on l'adopte. Et après, ça n'est plus un souci. Donc, il faut absolument, absolument que les jeunes puissent être confrontés de temps en temps à ça, que ce soit l'inconfort, que ce soit la gestion des émotions, et que ce soit cette notion un peu de risque, de danger. On ne sait pas trop où on met les pieds, on va essayer. Ça fait peur, mais la peur, ça s'appréhende aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à expérimenter le plus tôt possible et tout au long de sa vie en même temps. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Moi, je pense que en fait, notre métier, il est, comme Isabelle le dit bien, c'est un paquet de risques que l'on doit tout simplement apprivoiser, être amené à mieux gérer. Et je pense que le maître mot de notre ministère de tutelle, c'est une obligation de moyens et non pas de résultats. Je pense que tout est là. Je veux tout mettre en place pour que le risque qui est inhérent à la vie, est inhérent au séjour, inhérent à la découverte, doit être balisé du mieux possible. Donc, je dirais tout ce qui est mis en place pour pouvoir mieux vivre ce risque-là, mais d'une façon sécurisée. C'est un petit peu les moyens qu'on doit, nous, en tant qu'organisateurs et nos encadrants en tant qu'exécuteurs, je dirais,
ce risque mesuré. Je pèse bien mes termes. Encore une fois, hein, tu le disais bien, hein, il y a deux types de risques qu'on peut vivre. Hein. Il y a les aléas du séjour et également le risque émotif, le risque de tout ce que les gens sont et qui doivent apprendre à vivre ensemble. Pour moi, toute cette mise en place, je dirais, de gestion du risque doit être accompagnée absolument, je dirais, de ce que on peut, nous, organisateurs et encadrants, mettre en place pour pouvoir mieux les gérer. Parce que, à l'évidence, on ne fait que vivre avec des aléas, des impondérables, des surprises, tu le disais, des retards de train, des tempêtes complètement folles, des moments où nos activités sont annulées à cause de quelqu'un qui ne se pointe tout simplement pas pour encadrer l'activité. Tout ça, c'est des risques, un risque de débordement, un risque de rébellion. Et ben toutes ces choses-là, quand nous les encadrants, ils ont les moyens pour pouvoir, je dirais, pallier à ça avec des jeux qui relancent un petit peu l'ambiance, parce que évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est des fois pas grand-chose pour remotiver une équipe. C'est pas forcément des moyens, je dirais, physiques ou de la mise en place d'activités. C'est tout simplement de la bonne gestion d'animation et voilà. Donc, tous ces moyens-là doivent être donnés à nos encadrants pour que justement le risque soit contenu, mais absolument pas évité. De rajouter, je suis un peu décalé par rapport à ce que vient de dire Patrick. Je voulais reboucler un peu avec ce que disait tout à l'heure Isabelle et alléger un peu. C'est-à-dire que le risque, ça peut commencer par aller parler seul dans une activité théâtre, se mettre au devant du groupe, au devant du spectateur et aller oser s'exprimer. C'est une mise en danger légère pour certains, extrêmement importante pour d'autres. Et c'est un apprentissage. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, de savoir qu'on va avoir la boule au ventre, de savoir qu'on a réussi à le dompter, de savoir qu'on a réussi à faire les choses alors qu'on avait une inquiétude au départ, c'est un énorme cadeau pour sa construction personnelle et sa capacité à faire les choses pour plus tard. Et pour le coup, je reboucle un peu sur ce que disait Patrick. On vit dans un monde beaucoup d'imprévus. Alors, j'ai entendu que tu le disais, notamment nous en tant qu'organisateurs, mais je pense que les jeunes qui passent par nos séjours vivent eux aussi dans un monde qui est en totale évolution, je pense, de notre société, de nos sociétés et du monde tel qu'il est. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, sans être tout à fait cataclysmique. Il y a une incertitude sur ce que sera le monde dans 50 ans. Il y a une assez grande certitude sur le fait que ça va évoluer beaucoup, bouger, se modifier, les équilibres vont être différents. Et je crois que les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui seront le plus à même d'emmener ce monde vers son meilleur seront ceux qui auront appris justement dès le départ à sortir un peu de leur zone de confort, à confronter des imprévus, à s'y adapter, parce qu'ils sauront faire face, pas forcément à tout, mais ils auront cette habitude de changer de plan, de repartir dans un autre sens, d'en discuter ensemble, et c'est ça c'est cet apprentissage-là qui viennent faire dans nos séjours. Ouais, Isabelle, tu l'as dit, vous formez les adultes de demain, savoir surmonter cette boucle dans le ventre, cette anxiété qui est assez généralisée aujourd'hui, c'est important pour l'apprentissage de la vie en général. Ces séjours aussi, ils apprennent la confiance en soi, parce que dès qu'on arrive à surmonter cette boule au ventre, on a un peu plus confiance en soi aussi, se dire qu'on avait peur et qu'on a réussi à le faire. C'est une expérience qui permet de grandir, de s'affirmer et d'apprendre aussi à vivre auprès des autres et d'échanger. Je pense que là-dessus, vous êtes tous d'accord. On va aborder juste notre dernier point. Isabelle, tu en parlais tout à l'heure quand tu as parlé d'équitation sur le premier point, c'était sur la sécurité. Donc, vous êtes tous les trois engagés dans des démarches qualité de par votre adhésion au label UNOCEL, qui a des grilles de multiples critères et avec des audits réguliers. Donc, vous vous engagez sur un taux d'encadrement qui est renforcé.
Donc, je vais faire un petit rappel sur le taux légal. Sur les moins de 6 ans, il faut un animateur pour 8 mineurs. Et pour les plus de 6 ans, un animateur pour 12 mineurs. Et au niveau de l'UNOCEL, pour les moins de 6 ans, il faut un adulte pour 5 jeunes. Pour les 6 et 14 ans, il en faut un pour 6. Et pour les plus de 14 ans, un pour 10. Donc tout s'appréhende, ça passe aussi par la formation. Tu en parlais tout à l'heure, Patrick. Une bonne gestion et une bonne appréhension du risque, ça passe aussi par l'animation. Oui, moi je pense que quand on parle de formation, c'est pas forcément dans des grandes salles où on a des conférenciers. Je pense que c'est aussi de mettre des ateliers en place, de faire en sorte que toute cette formation soit très vivante pour nos encadrants qui de toute façon sont des gens de terrain. Et c'est vrai que l'UNOCEL met en place, je dirais, des normes qui sont effectivement plus contraignantes que ce qui est préconisé. Et je pense que c'est super important parce que des fois, on oublie trop vite que, je le disais tout à l'heure, hein, quand on met pas en place des moyens pour faire en sorte que des insécurités ou des zones d'ombre puissent survenir, ça nous échappe presque systématiquement. Donc, je pense que les taux d'encadrement, quand on sent, par exemple, un terrain, une durée, des météos qui sont, je dirais, défavorables, je pense qu'il faut surtout pas hésiter à, durant les formations, d'essayer de voir un petit peu tout ce qui peut être, je dirais, qui n'est plus du contrôle des gens, mais qui peuvent néanmoins être je dirais, balisé par ce qu'on peut mettre en place comme sécurisation. Par exemple, des lieux, on n'est pas au courant, par exemple, de ce qui peut se passer au niveau des randonnées qu'on n'a pas forcément découvertes, mais de faire en sorte d'avoir suffisamment de temps à un endroit pour découvrir et appréhender les lieux d'une façon, encore une fois, méthodique et je dirais, non précipitée, dans le but, entre guillemets, de faire une petite formation pour chacun, pour les jeunes également, pour que ces milieux qui sont un peu étrangers et potentiellement anxiogènes soient appréhendés de la meilleure des façons. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler formation, parce que c'est tout simplement faire en sorte que les gens ont le temps de pouvoir intégrer le milieu souvent hostile ou pas, hein, hostile, mais le milieu très différent qu'ils ont l'habitude d'appréhender. La sécurité ne supprime pas le risque, mais elle l'encadre pour le rendre apprenant. Oui, évidemment. Et puis en plus, moi, je ne pense pas qu'il faille. Je suis très clair sur le fait qu'il n'est pas possible de supprimer le risque et que je pense que c'est juste une question de niveau. Il y a juste la sécurité qu'on met en place, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt, c'est qu'à chaque individu nécessite une adaptation, que si on emmène faire dans un lieu fermé du vélo à un groupe d'enfants, mais qu'on leur donne des vélos qui ne sont pas à leur taille ou dont les freins ne marchent pas, ben, il y a une prise de risque énorme. Là où s'ils ont un vélo de qualité normales, enfin qui sont à leur taille et révisées et adaptées, le risque il diminue tout d'un coup. Donc la prise en main de la question de la sécurité, elle passe par effectivement cette étude et quel est mon environnement, quel est mon matériel et quel est le groupe que j'ai en face de moi. Et on pourrait développer. La sécurité, c'est aussi de se dire que si j'emmène un groupe avec un niveau d'âge extrêmement hétérogène, je mets le groupe en danger. De même, et ce groupe hétérogène n'est pas forcément lié à la tranche d'âge. Il y a des petits il y a des petits de 8 ans qui skient extrêmement bien et qui peuvent skier avec des 12 ans. Et par ailleurs, il y a des skieurs débutants de 14 ans. Et donc, il ne faut pas les mettre avec des 14 ans parce qu'ils risquent d'être vraiment en danger. Donc, la question de l'approche de la sécurité, elle est multifactorielle. Et à partir du moment où on la maîtrise, alors on peut aller découvrir avec une certaine prise de risque. Oui, je pense que de toute façon, la base, c'est vraiment de mettre en place une sécurité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit affective. Parce que comme ça, les jeunes permettent d'avoir confiance en nous, enfin en tout cas confiance en les adultes qui les encadrent. Et à partir du moment où on a cette confiance, on peut proposer
une rando, boussole et sachant qu'ils vont se perdre, ils vont savoir qu'ils se perdent aussi, mais ils savent très bien qu'on les retrouvera. On va pas les perdre parce qu'ils auront confiance en nous, parce qu'ils vont se dire, bon, bah là, on n'est pas bon, c'est pas grave, mais on va nous retrouver et c'est plutôt sympa, on va en profiter. S'ils n'ont pas confiance au départ parce qu'ils pensent que la sécurité n'est pas assurée, et les jeunes, ils le voient assez vite quand même, si les choses sont bien organisées. En fait, eux, ils parlent d'organisation. Si c'est bien organisé ou ça ne l'est pas. Et effectivement, l'organisation, c'est tout ça. C'est voir que les choses semblent être tout à fait faisables. Et cette confiance va permettre qu'ils peuvent se dépasser. Et ce dépassement peut effectivement être aussi une prise de risque. Pas forcément, mais ça peut l'être. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Est-ce que, avec toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour prévenir d'éventuelles blessures ou d'éventuels risques, les occasions de se livrer à des activités dites à risque, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ski, baignade, etc., elles ont diminué? Alors, moi, on va quand même faire la différence. Le risque de la baignade, il est impossible à prendre. C'est 2 minutes hein, pour noyer quelqu'un. Donc, c'est pas possible. On ne peut prendre aucun risque avec la baignade. Ça, c'est des règles qui sont vraiment hyper importantes. Et là-dessus, moi, jamais on va se dire, on va prendre un risque, on va plonger à 1 mètre. Non, non, jamais. La baignade, c'est une activité qui est complètement encadrée parce que c'est trop dangereux, ça va trop vite. Après, il est évident que l'évolution du matériel, l'évolution de la technique, l'évolution d'une pédagogie plus douce que les pédagogies qu'on a connues, nous, dans nos jeunesses, font il est possible que ce soit... enfin, moi, je constate qu'on a quand même beaucoup moins d'accidents que ce qu'on avait avant. Après, comme les stades peuvent être un peu faussés parce qu'il y a quand même aussi plus de pratiquants, donc je ne sais pas comment ça s'organise, mais je pense que malgré tout, la sécurisation des équipements sportifs, du matériel et tout ça, ça fait quand même évoluer les choses dans le bon sens. Est-ce que, il y a des activités que vous avez dû abandonner par souci de sécurité? Vous avez dû adapter votre programmation au fur et à mesure du temps? En fait, nous, on a des. Ben, tu vois, ce que l'UNOCEL, c'est pas une activité en soi, mais c'est, je dirais, un risque inutile que prennent les encadrants, c'est la conduite des véhicules. Donc, avant de rejoindre l'UNOCEL, c'est vrai qu'on avait fait ce constat qui est quand même assez, pour nous, évident, mais en même temps, on n'est pas forcément rendu au même moment ou aux mêmes conclusions. Mais ça fait partie des choses, toi, qui, à un moment donné, tu dis non, c'est piocher dans la résistance et la fatigue des encadrants. C'est un petit peu empiéter sur l'attention, et puis un domaine qui n'est pas forcément le leur en colo. Hein. Donc, je dirais que tout ce qui était hors cadre des activités où on avait à l'époque, on faisait sans brevet d'État ou l'équivalent à l'étranger. Toutes ces mini prises de risque, tu dis à un moment donné, mais pourquoi assumer autant de responsabilités pour, comme le disait si bien Isabelle, pour des fois 1 minute d'inattention et patatras. Donc nous c'est surtout, c'est en lien avec le milieu aquatique, mais des activités type bouée tractée, des activités qui ont un haut taux d'accidentabilité, si j'ose dire, ça tu peux louper, hein. Accidentogène, si je peux dire, qui ont, encore une fois, hein, c'est des choix que nous faisons, mais plutôt privilégier des activités un petit peu plus douces en lien avec l'eau, avec l'aquatique, mais qui n'auront pas forcément des incidences extrêmement, entre guillemets, violentes en cas on va dire, d'incident. C'est plus, encore une fois, de cadrer une activité en mettant un gilet de sauvetage, tu tombes à l'eau, le risque n'est absolument pas zéro de se noyer, mais beaucoup moins important que de se frapper la tête et puis de tomber inconscient quand on a des activités beaucoup plus violentes. Donc oui, nous avons fait le choix de certaines activités ou certaines pratiques qu'on ne fait plus maintenant. Avant que tu enchaînes, Olivier, je veux juste rebondir là-dessus. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé du taux d'encadrement qui a été renforcé avec le label UNOCEL. Au niveau de la conduite des minibus, le label impose d'avoir du personnel spécifique dédié à cette mission et que ce ne soit pas les animateurs qui le fassent.
Je pense que tu voulais rebondir, Olivier, sur ce que disait Patrick. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrick. Oui, de notre côté, je citais tout à l'heure notre séjour avec du trek au Ladakh. C'est un séjour qu'on a arrêté. Mais alors, je suis un peu partagé parce que on l'a arrêté parce qu'effectivement, à un moment donné, ce trek qui se faisait sans moyen de contact, ils étaient non accessibles pendant 3 jours. Ils étaient en montagne et le seul moyen de contact et de communication qu'on avait à l'époque, c'était qu'un des guides qui accompagnait redescendait rapidement en courant ou avec un petit cheval pour téléphoner en bas. Donc c'était un niveau de risque qui était à l'époque acceptable et que aujourd'hui je n'accepte plus de prendre, mais pas seulement, c'est-à-dire que les jeunes qui ne viennent plus sur ce type d'engagement, euh, vraiment entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a fait passer des dizaines de jeunes dans ce séjour-là, ça n'avait pas, il n'y avait pas nécessité de s'entraîner pendant 8 mois avant physiquement. Il y avait un temps d'adaptation à l'altitude. Enfin, il y avait tout un cadre qui était mis en place pour que ça passe. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. En tout cas, je pense que c'est une expérience fantastique, mais on laisse ce genre d'expérience aux compagnies de trek très spécialisées. Donc, oui, on a arrêté ce genre de choses. Oui, il y a 20 ans, on conduisait nos minibus et c'était le directeur qui avait l'habitude du centre et des environnements. On conduisait nos minibus juste pour faire des petits trajets de 10 km pour aller rejoindre des carrioles, aller aux douches quand on avait des camps itinérants, etc. Nos directeurs ou animatrices qui conduisaient les minibus connaissaient les lieux, restaient longtemps, venaient plusieurs années. Et la formation de la conduite était faite en début de séjour avec une passation d'expérience. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est plus le cas depuis 7-8 ans. On a mis en place un passage de tous les conducteurs de minibus, toujours pour ces petits trajets. Ils conduisent avec une monitrice ou un moniteur d'auto-école dans les minibus et sur les lieux, tant que possible, sur les lieux où ils vont être amenés à conduire, avec les véhicules qui vont être amenés à conduire. Pour remplacer la passation d'expérience, parce qu'à un moment donné, on a eu des directeurs et des directrices qui ne savaient qu'ils n'avaient eux-mêmes pas le permis, donc qui font qu'on perd la compétence et l'expérience, et puis parce que ça nécessite une autre approche. Donc l'évolution de la prise de risque, elle est évolutive en fonction de comment sont les équipes, comment ils évoluent, et comment sont les enfants et qu'est-ce qu'on peut être amené à faire avec eux ou pas. Et ça évolue énormément. Donc, fatalement, il y a un certain nombre de choses qui sont, euh, on va dire, un peu édulcorées, mais parfois de manière justifiée, et tant mieux. Et puis parfois, c'est peut-être un petit peu dommage. En revanche, je voudrais dire que à aucun moment, qui que ce soit chez nous ne prend la décision de prendre un risque. Jamais, jamais, quoi que nous fassions, on peut avoir envie de faire progresser un tel ou un tel au pluriel avec un apprentissage mesuré qui peut représenter un risque plus ou moins important, mais en aucun cas on décide de prendre un risque. Il y a des choses que l'on fait ou que l'on propose qui sont pour le jeune ou pour nous-mêmes un peu plus risquées, mais c'est pas la même chose que de dire je décide de prendre ce risque. C'est pas notre volonté, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas sur le besoin direct de provoquer et de dire, c'est allez, pas là, comme- je me mets dans une Ouais, situation de risque. l'idée, c'est pas de je vais les endurcir parce que je vais leur faire, je vais leur faire gravir à main nue une cascade de glace. C'est pas du tout ça. C'est Tu pourrais, hein. essayer de grimper de la glace dans un cadre sécurisé. Tu as parlé du séjour en Inde et de aucun moyen de contact pour vous et pour les parents auprès des enfants. Tout à l'heure, Isabelle, tu disais que juste l'autonomie pouvait paniquer l'apprentissage de l'autonomie pouvait paniquer les parents. Vous ressentez aujourd'hui une hausse de l'anxiété parentale par rapport à cette notion de prise de risque? Ah oui, oui. Oui, oui, évidemment, il y a
il y a une grande. Alors, en tout cas, il l'exprime davantage. Si elle est, je sais pas si elle est, je pense elle est plus importante qu'avant, mais en tout cas, maintenant, elle est dite. J'avais une réunion Zoom hier soir et c'est vrai que clairement, les gens ont peur, donc ils sont très contents qu'on leur parle, ils sont très contents qu'on leur explique. Et c'est vrai ils ont quand même cette angoisse, ils ont angoisse du risque. Enfin, en fait, ils n'ont pas l'angoisse du risque, ils ont l'angoisse de la sécurité, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Les violences, etc., etc. Ils sont très, très anxieux par rapport à ça. C'est des faits de société. En même temps, tous les jours, on entend des jeunes qui poignardent d'autres. Enfin, voilà. Donc, les gens, ils se disent, après tout, c'est un endroit collectif. Heureusement, pas comme les autres, mais ça reste un endroit collectif. Donc, ils ont cette angoisse quand même de savoir surtout quand ils nous connaissent pas. Après, quand ils nous connaissent, c'est un peu différent. Mais on a besoin vraiment d'assurer, réassurer, de leur dire qu'on travaille en toute transparence et que on est ce qu'on a dit, c'était l'objet d'une autre chose, mais des endroits de coéducation, en fait, hein. Moi, je leur dis toujours, avec le portable, vous allez être au courant avant moi des mauvaises choses. En revanche, il n'y a que moi qui pourrai apporter les solutions. Donc, n'essayez pas de gérer les problèmes de vos enfants. Surtout, vous lui dites de venir nous en parler. S'il n'ose pas, ou vous faites une petite alerte, mais laissez-nous gérer parce que sinon, ça ne sera pas possible. On passe notre temps, en fait, à faire cette éducation des parents parce qu'aujourd'hui, ils sont hyper connectés, qui vivent souvent le séjour au travers de leurs jeunes aussi. Et donc, ça amène voilà, une façon assez différente de gérer quelque part. C'est différent. Je peux rebondir sur cette très très bonne intervention. Ce qui est très chouette parce que comme toi, Isabelle, c'est en ce moment la saison des visions avec nos parents, les rassurer, leur définir un petit peu le format du séjour, quoi apporter et tout. Et moi, ce que je constate, peut-être justement un lien direct avec ce que tu dis, la surutilisation des téléphones, des réseaux sociaux de leurs enfants. On a quand même de plus en plus de parents, et ça fait plaisir, je dois le dire, qui presque nous missionnent pour nous dire, les gars, faites en sorte que nos enfants lâchent le téléphone, faites en sorte qu'ils vivent le moment présent, faites en sorte que la vie collective prenne le pas sur leur, je dirais leurs envies personnelles de communiquer ou de juste jouer hein, sur la console. J'ai l'impression aussi que, fort heureusement, les parents, peut-être, je dirais pas un ras-le-bol, bien que, comme Isabelle le dit, ils ont envie de rester en lien direct avec leur enfant, ce qui est tout à fait normal. On ne veut pas du tout leur empêcher ça, et on ne peut plus, ça fait partie du passé hein, d'interdire le téléphone. Il y a tellement je dirais, de zones pratiques avec le fait d'avoir un téléphone, mais cette mission qui nous demande d'avoir de déconnexion, c'est vrai qu'on l'a de plus en plus, et je pense que franchement, en tant que organisateur d'un séjour qui est en marge de leur vie, prise de risque, je pense que ça en fait partie. Des fois, c'est vécu justement d'une façon un petit peu risquée, mais souvent, quand je dirais la présentation de cette absence, de cette carence de téléphone, franchement, elle est plutôt bien vécue quand elle est explicitée, quand elle est dans un contexte où des fois on n'a tout simplement pas de raison. Des fois, c'est l'environnement qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais même des fois, quand c'est une démarche volontaire de vouloir couper, ça fait plaisir de voir que petit à petit, il y a même des demandes de séjour déconnectés pour que justement les parents puissent un petit peu se rendre compte qu'il y a un lieu où leurs enfants peuvent aussi être eux-mêmes sans brancher sur le champ de volt. Donc, il y a aussi cette réalité-là qui est très intéressante à voir avec les parents. Le risque de problématique, et notamment avec les petits, il est extrêmement limité parce qu'il y a un taux d'encadrement qui est très important. Si vous êtes surveillant dans une cour d'école primaire et vous avez un ou deux profs pour 200 enfants, nous, pour 200 enfants, on ne fait jamais de groupe de 200 enfants primaires, mais on aurait 200 divisé par 6. Alors, je vais dire 120, ça m'arrange.
mais j'aurai 20 adultes pour 120, là où il y aurait 2 adultes dans une école. Donc on voit bien que c'est tout à fait différent. On sait aussi que pour les parents qui savent que leur enfant a besoin d'une petite veilleuse la nuit et que ça peut être compliqué, évidemment que l'on sait s'adapter à ça pour que le risque d'être marqué ou de mal vivre son séjour disparaisse. Mais on sait aussi que les enfants sont parfois tout à fait différents quand ils arrivent dans le groupe où ils sont entourés de leur père et où ils partagent un certain nombre d'inquiétudes et où ils se rassurent les uns avec les autres. Et Isabelle en parlait, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est c'est compliqué et tant mieux d'être opaque. Évidemment qu'on est très vite transparent parce que même si on ne voulait pas l'être, dans nos équipes, ils ont tous leur téléphone aussi. Et on a une génération, et c'est plutôt un avantage, on a une génération qui est extrêmement connectée avec la bienveillance, avec l'écoute de l'autre, avec le respect des différences. Et croyez-nous qu'il remonte très vite ce genre de difficultés. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Merci à vous, Olivier, Isabelle et Patrick, pour ces échanges riches. Merci à vous, auditeurs, pour votre écoute attentive. Un séjour, c'est vivre quelque chose de différent, d'être confronté à de l'inconfort, à de l'imprévu, car il faut savoir expérimenter ces expériences le plus tôt possible pour vivre un moment épanouissant. La prise de risque maîtrisée n'est pas de l'inconscience, c'est un levier d'apprentissage puissant. C'est une aventure qui s'apprivoise. Olivier l'a dit, elle est évolutive selon l'équipe, selon l'enfant et selon la société. Parfois, ce sont justement ces moments un peu imprévus, un peu fous, qui font les plus beaux souvenirs. Le jeu est essentiel pour le développement de l'enfant et pour sa santé physique, mentale et sociale. Pour découvrir nos autres podcasts ou trouver votre organisateur labellisé, rendez-vous sur le site de l'UNOCEL et à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.